Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes et les personnalités du territoire sous d'autres angles. Je vous conduis, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Bretagne, non pas à Lorient, à Rennes, à Vanou, à Saint-Brieuc, mais bien à Morlaix, au siège de la société Emarina. Et nous allons recevoir son fondateur et président, Franck Zal. On vient de l'accueillir tout de suite. Bonjour Franck Zal. Bonjour. Installez-vous. Je retire mon masque. Vous pouvez, on a un protocole sanitaire et on le dit à chaque fois comme ça. Parfait. Je crois que vous êtes le premier, j'en suis même sûr, scientifique français et docteur que l'on reçoit ici dans l'émission. Et vous êtes même, je crois, le premier breton de l'année que l'on reçoit. Vous avez été élu breton de l'année en 2018. C'est vrai. Pour un Parisien, c'est pas mal. C'est une très grande fierté pour moi. Un Parisien qui habitait quand même du côté de Montparnasse. Donc j'étais dans la direction. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être scientifique, ou en tout cas de vous intéresser à la biotechnologie marine? Alors il y a eu, je dirais, deux grandes étapes en fait dans mon parcours. La première, c'est que finalement moi j'ai grandi en fait dans une famille, on était 5, on habitait dans un petit 2 pièces. Et puis en fait la seule façon de voyager que mes parents avaient trouvé, c'était de nous acheter une télé. Et donc il y avait une télé qui trônait en fait au milieu du salon. Et une émission qui m'a toujours fait rêver, c'est l'émission l'Odyssée du commandant Cousteau. Je le voyais naviguer sur les bateaux, sur les océans, aller découvrir des nouveaux horizons. Et je me suis dit un jour je ferai comme lui. Le deuxième événement en fait qui a beaucoup marqué en fait mon parcours, c'est un 0 que j'ai eu en 5e. D'accord. J'étais un 0 que j'ai eu en 5e dans une matière que j'adorais, qui était ce qu'on appelait la SVT ou les sciences de la vie. Et j'avais pas eu 0 parce que j'avais faux. J'avais eu 0 parce que j'étais en fait, c'était hors programme. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement dans l'éducation nationale, on doit répéter comme des perroquets ce qu'on nous apprend et qu'on n'a pas le droit de nous former par nous-mêmes? Et je me suis dit, demain, ça sera moi qui écrirai en fait les prochains bouquins des sciences de la vie. Et donc je me suis dit, je ferai de la recherche et je ferai de la recherche en biologie marine. Vos études vous ont amené à voyager aux États-Unis, côté de Santa Barbara. C'est ça. En Belgique aussi. C'est ça. Anvers. Et avant de fonder Emarina, et on va y revenir, vous avez travaillé longtemps au CNRS. Vous êtes rentré très rapidement au CNRS? Non, pas très rapidement. Alors il faut savoir que en fait, rentrer dans la fonction publique en recherche, c'est un véritable parcours du combattant. Donc déjà, il faut avoir une thèse. Donc une thèse, c'est Bac+11. Donc c'est un doctorat Bac+11. Et c'est pas parce que vous avez un diplôme que vous avez un poste. J'ai postulé 3 fois pour rentrer au CNRS. Okay. La première fois, en fait, j'ai été pris, mais déclassé. C'est-à-dire que on vous téléphone un vendredi, vous avez votre poste, et le lundi, vous ne l'avez plus, alors que c'est un concours national. D'accord. Et puis finalement, je me suis accroché. J'ai du mal à lâcher. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Emarina a été créée en quelle année? En 2007, mars 2007. Vous savez qu'il y a une page Wikipédia de Emarina? Alors j'ai vu ça, oui, bien sûr, j'ai vu ça. Sur Wikipédia, c'est marqué société spécialisée dans la fabrication de substituts sanguins à partir du ver arénicole. Oui. Comment vous expliqueriez votre métier de manière très simple, avec des mots moins scientifiques? Tout simplement, je suis un observateur de la nature. C'est-à-dire que pour moi, les innovations, les innovations de rupture majeure, c'est pas l'homme qui les a découverts, c'est l'évolution. Donc aujourd'hui, moi j'ai découvert un ver sur une plage. Je me suis posé une question de savoir comment ce ver qu'on appelle le Buzuc en Bretagne, ou Arenicola marina d'un point de vue scientifique, c'est la même chose. Hein. Comment il était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Je me suis dit, et ça m'a fait repenser au commandant Cousteau avec les scaphandres, etc. Je me suis dit, lui il a dû trouver une innovation parce que finalement il reste sous l'eau et il reste dans le sable à marée basse. Comment ça marche? Et comment ça marche? J'ai trouvé chez ce ver en fait qui date quand même, qui est extrêmement vieux, hein. Il date de 450 millions d'années. D'accord. Pour vous donner une référence, notre ancêtre commun, qui était une femme, qui s'appelait Lucie, c'est 3 millions d'années. D'accord. Ah oui. Les dinosaures, c'est 20 millions d'années. Donc vous imaginez tout ce que ce ver a subi depuis ces millions d'années. Et finalement, il est toujours là, il a résisté, etc. Et donc j'ai trouvé chez ce ver l'ancêtre de nos globules rouges en travaillant sur cette question de recherche fondamentale. Et la particularité de ce ver, c'est qu'à marée haute, il s'oxygène. Alors, à marée haute, voilà, il s'oxygène, il prend l'oxygène dissous de l'eau de mer.
À marée basse, il arrête de respirer pendant au moins 6 heures. D'accord. Et il vit sur son stock d'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules d'hémoglobine. En fait, c'est ce qu'on appelle du biomimétisme, de la bio-inspiration, essayer de comprendre ce qui se passe dans la nature pour en faire des innovations. Vous étiez dans les eaux du Pacifique pour voir les différents vers et en fait vous vous êtes rendu compte que sous vos yeux, vous aviez ce ver-là qui était juste à la plage à Morlaix. C'est exactement ça. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez aussi installé l'entreprise ici. C'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, on pense que l'innovation, c'est super loin. Il faut faire des kilomètres, des plongées à 3500 mètres dans les abysses, etc. Et souvent, on oublie de regarder à travers sa fenêtre. Ouais. Et finalement, les vers, ils étaient là, sous ma fenêtre, dans mon laboratoire à Roscoff. Il y en avait plein sur la plage. Et en fait, l'innovation n'était pas à 3500 mètres au fond du Pacifique, au large des Galapagos, mais juste de l'autre côté de ma fenêtre. On a l'impression que pour innover, il faut faire des choses extraordinaires, etc., etc. Non, je pense que même en se baladant là, vous voyez, on est sur une route bretonne, en se baladant dans ces prairies, dans ces champs, etc. Je suis sûr qu'il y a plein d'innovations. Il suffit juste de regarder comment ça se passe, quoi. On est à Morlaix, on est dans les routes bretonnes, mais ouais. Emarina n'est pas qu'à Morlaix. Emarina est également présent à Noirmoutier. Oui. Parce que pour justement faire cette étude, continuer vos travaux, il faut élever ces vers et vous avez créé une ferme. Alors oui, bien évidemment. Sur 13 hectares. Hein. Oui, c'est ça. Donc en Noirmoutier, à l'Épine. Tout simplement parce que quand vous faites ça, c'est-à-dire que quand vous avez cette notion un peu naturaliste, protection de la nature, de la mer, etc., etc., vous êtes là. Vous n'êtes pas là pour défaunner toutes les plages de la Bretagne ou toutes les plages de France. Ouais. C'est-à-dire que vous dites, ok, j'ai trouvé, j'ai compris, j'ai analysé. Maintenant, comment je reproduis tout ça? Et mon but, c'était d'avoir un impact zéro sur la nature, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est dès le démarrage de la société, on a acheté une ferme d'élevage qui produisait du turbo, du poisson. Et en fait, on a complètement revampé cette ferme pour faire des vers. Et donc, cette ferme est capable de produire à terme en fait 30 tonnes à l'année d'arénicole, sans aucun impact sur la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris comment ces vers se reproduisaient. Dans la nature, ça se reproduit une fois par an. Nous, on est capable de les reproduire en fait tout le long de l'année. D'accord. Les sexes sont séparés, on fait des larves et ces larves, on les fait grossir. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un impact zéro sur la nature, tout simplement parce qu'on a étudié comment ça fonctionnait dans la nature et on a reproduit ça en aquaculture. On va s'intéresser aux propriétés, j'ai envie de dire, de tous les travaux et toutes les recherches que vous pouvez faire. Les raisons de se servir des produits Emarina que vous avez appelés, notamment il y en a un qui s'appelle Emo2Life et on va le voir, ça permet de conserver les tissus transplantatoires d'organes. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ouais. Hein. L'oxygénation des pathologies ischémiques, oui. C'est-à-dire quand on a une diminution d'apport sanguin, oui. Un pansement oxygénant, oui. Et du gel pour les maladies parodontales. C'est ça. Sur une durée de préservation des tissus d'un organe. Oui. Une durée pour un rein, une durée standard, c'est 1 jour. Et grâce à vous, on passe à 7 jours. Oui. Une durée pour un poumon qui est inférieur à 1 jour, on parle en heures, qui est à 4 à 6 heures. Avec vous, on arrive à 48 heures. Oui. C'est extraordinaire cette avancée médicale. Alors oui, mais en fait, c'est encore une fois, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que y a un truc que vous allez comprendre facilement, même si t'es pas scientifique ou vous n'êtes pas scientifique, c'est on va faire une expérience là. Alors tu vas pas le faire très longtemps parce que je pense sinon on va aller dans le décor, mais à un moment donné tu vas arrêter de respirer, on va compter. Je pense que ça va pas durer très très longtemps. En fait, nous on a compris, et tout le monde le sait, que l'oxygène en fait c'est le gaz de la vie. Aujourd'hui, il y a en fait des problèmes dans énormément de domaines médicaux où l'oxygène est important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il manque 100 millions de litres de sang dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Il y a l'établissement français du sang qui fait appel aux dons régulièrement, mais c'est une logistique extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous donnez votre sang, c'est 42 jours à 4 degrés. Si tu ne le transfuses pas, tu le jettes, et donc ça demande une logistique extrêmement importante. Aujourd'hui, ce qu'on a trouvé, c'est que cette molécule était capable, en fait, comme c'est un transporteur universel, il n'y a pas de typage sanguin. Cette molécule du ver marin, Arenicola marina, est un donneur de sang universel. D'accord. L'intérêt de cette molécule, c'est qu'elle peut être aussi lyophilisée, c'est-à-dire que cette molécule, je peux la mettre en poudre et j'ai de la poudre de sang. D'accord. Et donc, aujourd'hui, cette poudre de sang, on a 5 ans de date de péremption, contre 42 jours aujourd'hui, sans typage sanguin à température ambiante. Donc, bon, une rupture technologique totale. Maintenant, pour les reins ou pour les organes, tu as un donneur, mort cérébrale, ça veut dire que le cœur est battant. Ça veut dire qu'il y a une circulation dans le donneur. Mais maintenant, tu vas le déconnecter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le couper de la circulation sanguine. Et lui, qu'est-ce qu'il va réagir? Il va dire, j'ai plus d'oxygène. Donc, j'ai plus d'oxygène, je meurs.
quand je déconnecte le cœur ou le rein, je vais lui mettre mes petites molécules qui viennent de la rénicole. La rénicole, lui, il a compris ce que ça voulait dire l'ischémie-reperfusion. L'ischémie-reperfusion, c'est problèmes de circulation sanguine et je le reperfuse. Ischémie-reperfusion en médecine, c'est marée haute, marée basse sur la plage. Okay. Le ver, il arrête de respirer à marée basse, mais il vit sur son petit stock d'oxygène. Ben, l'organe, en fait, quand je le déconnecte, c'est comme mon arénicole à marée basse. Jusqu'à temps que je le reconnecte, exactement. Il vit sur ses actifs. Et moi, je lui mets juste mes petites molécules d'hémoglobine et lui, il dit bah, je ne suis même pas déconnecté puisque j'ai de l'oxygène. Et en fait, les données qu'on a obtenues, c'est comme des données du donneur vivant. C'est-à-dire que l'organe, il ne voit même pas qu'il a été déconnecté. Et souvent, on dit c'est fabuleux, c'est magique. Non, c'est pas de la magie, c'est complètement de la physiologie, quoi. S'il y a un accident sur la route et qu'il y a une personne en fait qui a un choc hémorragique sur le côté et donc qui saigne, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler les pompiers. Ils vont voir qu'il saigne. Donc, mais on ne peut pas le transfuser. Donc, on va le remplir pour éviter que le cœur se désamorce. Mais ça ne va pas l'oxygéner. Donc ils vont l'emmener à toute blinde en fait dans les hôpitaux pour pouvoir le transfuser. Okay. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire ça sur le côté de la route. Demain, avec notre produit, on pourra avoir une petite fiole d'hémoglobine en poudre. On n'a pas besoin de savoir quel typage sanguin du patient et on va le transfuser et on va le sauver sur la route. Donc ça, c'est vrai pour les accidents vasculaires cérébraux, pour les infarctus du myocarde, tout ce qui traite à l'urgence d'oxygénation. J'aimerais bien que dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, cette technologie en fait, se soit démocratisée, qu'on utilise en fait, cette technologie partout et qu'on dise qu'il avait eu raison de se battre et que ça donne en fait, aussi des idées à d'autres de se battre. C'est-à-dire que quand on vous dit encore une fois que c'est pas possible, ben, je pense que voilà, il faut se battre pour ses idées, pour sa vie. Moi, je suis peut-être un humaniste, c'est-à-dire que ben, je suis peut-être un peu avec des basiques en fait de croyances, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour faire quelque chose sur notre chemin. Je vous remercie d'avoir vulgarisé et expliqué de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre votre activité, votre métier. On vous souhaite en tout cas plein de bonheur, plein de succès, que vous puissiez permettre à plein de patients de pouvoir guérir ou moins souffrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et c'est plaisir partagé. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.